Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte les histoires de redditeurs et redditrices qui font exactement ce qu'on leur a demandé. La première histoire a pour titre « Une entreprise cherche à m'entuber, je me fais 15 000 $. Cette histoire m'est arrivée il y a une quinzaine d'années. Je venais d'arrêter mes études d'économie en cours de route, c'était pas fait pour moi. Et j'avais besoin d'un job alimentaire rapidement, le temps de décider ce que j'allais faire. J'en ai trouvé un dans un call center. C'était un centre qui travaillait pour de grandes entreprises, en particulier une de télécommunications, la plus grande du pays. Le job était pas mal, pas trop difficile, certaines interactions avec les clients étaient hilarantes, et les collègues étaient sympas. Mais je me suis vite rendu compte que les managers n'étaient que des égos surdimensionnés, avec des idées splendides mais aucun talent. Après une année là-bas, je suis passé superviseur. Je m'occupais des cas les plus chiants, mais sans augmentation de salaire. Apparemment, je faisais du bon boulot, parce que 3 mois plus tard, l'équipe de management me convoque à une réunion. Ils prévoyaient de créer une équipe de formation, et voulaient que je en sois manager. À ce moment-là, je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie, donc j'ai accepté. Et c'est là que le bordel a commencé. Ils m'ont préparé un contrat sans détailler mes missions, avec un salaire fixe et un bonus mensuel si j'atteignais certains objectifs. Quand j'ai demandé quels étaient ces fameux objectifs, ils m'ont dit qu'ils seraient fixés chaque mois. Ok, ça me va. Comme je disais, ils avaient plein d'idées, mais aucune idée de comment les mettre en place. Je leur ai demandé plein de fois de me donner des détails sur leur plan pour l'équipe de formation, mes tâches au quotidien, mes objectifs pour le bonus mensuel, etc. Mais ils me répondaient avec de beaux discours et rien de concret. Au final, ils m'ont confié tout un tas de tâches qui n'avaient aucun sens. Répondre à des appels, j'étais le conseiller téléphonique le mieux payé de l'histoire de ce call center. Créer des panneaux signalétiques pour les locaux, pour indiquer les toilettes par exemple, ce genre de choses. Ils me donnaient tellement de trucs comme ça à faire que je devais faire des heures sup. Mais pas de problème, je fais ce qu'on me demande, et je continue de réfléchir à ce que je veux faire par la suite. Il y a qu'une chose qui m'a vraiment énervé, le bonus. Après ma première paye, je me suis rendu compte qu'ils ne me l'avaient pas versé. Donc j'ai demandé à mon manager Frédéric pourquoi. Il m'a dit qu'il n'avait jamais défini mes objectifs, donc je ne les avais pas atteints. Je suis pas stupide, je connais mes droits. C'était à lui de me fournir des objectifs. S'il le fait pas, il n'y a pas d'objectif, et je touche mon bonus quoi qu'il arrive. J'aurais pu faire une scène, mais j'ai décidé de me taire pour le moment et de suivre ces décisions stupides. Mais j'ai veillé à transmettre sur mon adresse perso tous les mails qui concernent mon poste, mon salaire et mon bonus. Ça a continué comme ça pendant 6 ou 7 mois, puis j'ai eu un grave accident et j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, puis 6 semaines chez moi, en arrêt. L'entreprise avait l'habitude de virer les employés après une absence de ce type. C'est illégal, mais difficile de prouver la vraie raison du licenciement. Donc je savais que je serais viré au moment où je remettrais les pieds dans l'entreprise. Et bien sûr, le jour où je reprends le taf, Frédéric et la responsable RH m'attendent de pied ferme. Ils m'ont accompagné dans un bureau et j'ai été viré immédiatement parce qu'ils avaient décidé de mettre un terme à l'équipe de formation. Équipe qui n'a jamais vraiment existé de toute manière. Dans mon pays, le préavis des deux côtés est généralement de 3 mois, mais c'est possible de virer un employé sur le champ. Ça veut dire que je touche quand même 3 mois de salaire, mais je peux plus me rendre dans l'entreprise. J'ai signé de très bon cœur et m'ont laissé aller à mon bureau pour récupérer mes affaires. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je leur préparais un petit cadeau d'adieu. J'avais déjà imprimé tout ce dont j'aurais besoin. J'ai pris le temps de calculer mes heures sup et mes bonus manquants. Donc 30 minutes plus tard, je vais voir la RH dans son bureau et je lui donne tout. Puisqu'il me virait sur le champ, il devait me payer mes heures sup majorées et tous mes bonus, en plus de mes 3 mois de salaire. En tout, ça faisait plus de 15 000 $. Et la seule chose que la RH a trouvé à me dire, c'est « On s'attendait pas à ce que tu connaisses la loi sur ces points. » Et ouais, il faut toujours connaître ses droits pour pas se faire avoir. Bravo OP, belle victoire. L'histoire suivante a pour titre « La voisine obtient exactement ce qu'elle a demandé ». Il y a 5 ou 6 ans, j'ai installé une clôture dans mon jardin. J'en ai parlé à mes voisins et on a choisi un emplacement qui nous semblait approprié. On savait à peu près où se trouvait la limite entre nos propriétés, mais on avait la flemme de payer pour qu'un géomètre expert nous le confirme. Donc on s'est mis d'accord entre nous et j'ai installé ma clôture. C'était un super deal pour mes voisins, et je me suis occupé de tout, j'ai payé les travaux, et ils n'ont eu qu'à dire qu'ils étaient d'accord. Un an plus tard, ils ont vendu leur maison. Ça veut dire que j'ai de nouveaux voisins. Plus précisément, une voisine, Anne. Anne venait d'une grande ville. Elle était agente immobilière. Elle avait acheté, rénové et revendu 8 maisons en 12 ans. Elle adorait cette nouvelle maison et elle comptait y rester longtemps avec son chien. Razi était un croisé berger allemand qui passait le plus clair de son temps dehors quand Anne travaillait. Razi était agressif avec les enfants, les animaux, les insectes et le moindre brin d'herbe qui bougeait au vent. Anne avait aussi mentionné que Razi adorait se faire les dents sur ses meubles. C'est pour ça que Razi passait autant de temps dehors. Environ 6 mois après l'arrivée d'Anne, je vois un géomètre qui se balade dans le quartier et semble regarder mon jardin de près.
Le lendemain, Anne est à ma porte avec une liasse de paperasse et me demande si je compte la dédommager pour les 23 centimètres que j'occupe sur son terrain avec ma clôture. Je lui explique le deal qui a été passé avec les anciens propriétaires, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle voulait que je déplace la clôture ou de l'argent pour la dédommager. Aucune négociation possible. Elle en avait parlé avec son ami avocat et elle était tout à fait prête à me faire un procès pour une clôture. Elle m'a dit: je sais pas comment vous gérez vos affaires ici dans la Cambrousse, mais là d'où je viens, on suit les règles. Donc j'ai retiré la clôture. Le lendemain, je dévissais tous les panneaux que j'ai stockés dans mon garage, et j'ai déterré les poteaux avec mon véhicule de travail. Environ une semaine plus tard, Anne revient sonner chez moi. Elle veut savoir quand je vais installer une nouvelle clôture. Parce que sans ma portion de clôture, elle ne peut pas laisser Razi sortir sans surveillance. Elle a peur qu'il s'enfuit, qu'il attaque quelqu'un ou qu'il se prenne une voiture. Elle ne peut pas non plus le garder à l'intérieur toute la journée. Ses meubles et sa moquette ont déjà sacrément reçu. Je lui ai simplement répondu: Anne, je vais pas reconstruire de clôture. Je veux pas d'ennui avec la justice et le meilleur moyen de m'en préserver, c'est de pas construire près de ta propriété. La tête qu'elle a fait était à mourir de rire. J'ai cru qu'elle allait pleurer. C'est probablement ce qu'elle a fait en rentrant chez elle d'ailleurs. Elle a tenté de protester en disant qu'elle avait vraiment besoin de cette clôture et qu'elle m'aiderait à payer pour l'installation. Elle a ajouté qu'elle adorait l'esthétique de l'ancienne, c'était juste l'emplacement qui la dérangeait. J'ai rien lâché, je construirai pas de clôture. Elle n'en a jamais installé de son côté non plus. Elle a fait de vagues tentatives de poser des canisses, mais Razi les a défoncées en 2-2. J'ai fini par vendre ma maison et déménager. J'ai emporté les panneaux de l'ancienne clôture et je les admire tous les jours quand je laisse sortir mon chien. Joli OP. Effectivement, tu as fait exactement ce qu'Anne t'a demandé. Bravo. Je comprends tellement pas la logique derrière le fait de te demander d'enlever ta clôture alors qu'elle en a vachement plus besoin que toi. Trop drôle. L'histoire suivante a pour titre « Tais-toi et fais ce que je t'ai demandé ». C'est une malicious compliance qui commence à dater. Je bossais dans une usine. J'étais pas sur une machine en particulier, mais j'avais un poste mixte. Mon job était d'assister les opérateurs pour que tous les objectifs soient remplis dans les temps. Un matin, un machiniste avec beaucoup d'expérience vient me voir et me dit que le plan qu'on lui a fourni n'est pas bon, et que s'il fait ce qu'on lui demande, la pièce ne sera pas utilisable. Il me montre le problème et je suis complètement d'accord avec lui. Je lui dis que je vais trouver l'ingénieur responsable de ce projet, Philippe, pour lui signaler le souci. Je l'appelle et il me répond: « Y a pas d'erreur, fais ce que j'ai demandé. » Je le rappelle le lendemain, même réponse. Je contacte son supérieur, et Philippe débarque dans mon bureau furax. J'essaie de lui montrer le problème, mais il affirme que tout est parfait. Il ajoute que je n'ai aucune idée de ce que je fais, et de juste suivre la procédure qu'il a créée. J'avais enregistré tous les appels, et à ce moment-là, je lui demande de mettre sa demande par écrit, et il le fait. Je vais voir l'opérateur machine, et je lui explique ce qui s'est passé. C'est une procédure qui doit durer 16 heures. Il s'installe confortablement et bookine pendant les 2 jours suivants. Puis va voir le contrôle qualité et leur donne les papiers, mais pas les pièces. Contrôle qualité demande bien sûr où sont les pièces à contrôler. Donc je vais les voir et je leur explique que d'après les plans et la procédure de Philippe, le machiniste devait prendre des pièces de 30 cm et les raccourcir de 33 cm. Donc le résultat était rien du tout. Ils me demandent pourquoi j'ai fait quelque chose de si stupide, et je leur montre mes tentatives de contacter Philippe pour lui expliquer le problème. Le contrôle qualité a donc classé le souci comme une erreur de procédure imputée à Philippe. 2 jours plus tard, Philippe débarque furieux dans notre bureau avec son chef, celui que j'avais tenté de contacter, et nous accuse d'avoir saboté ses pièces. Je leur ai calmement montré toutes les preuves que j'avais collectées, prouvant qu'on savait qu'il y avait un problème et qu'on avait essayé de le résoudre, mais que Philippe nous avait pas écoutés. Le chef regarde Philippe et lui demande: « Pourquoi t'écoutes pas les personnes qui cherchent à t'aider ?» Et il répond: « Ils ont pas fait d'études, ils sont pas ingénieurs, ils ne savent pas de quoi ils parlent. » Et il est sorti du bureau. Le chef se tourne vers moi et dit: « On va te donner un nouveau plan et une nouvelle procédure. Je suppose que tu as toujours les pièces d'origine ?» Je rigole et je lui dis que bien sûr qu'on les a conservées, on n'est pas stupide. 2 semaines plus tard, Philippe ne travaillait plus dans l'entreprise. Ah, Philippe, Philippe, Philippe. Quand quelqu'un te demande de mettre ta demande par écrit, c'est le moment de s'arrêter et de se poser des questions. Très sérieusement. Bravo OP. Très belle histoire, merci. L'histoire suivante a pour titre « Payé pendant 12 ans sans travailler ». Ma belle-sœur travaillait dans une grande entreprise de consulting, qui avait été rachetée par une entreprise encore plus grande. Dans les négociations pour le rachat, il a été décidé que les associés ne pouvaient pas être renvoyés. Ma belle-sœur en faisait partie. La nouvelle entreprise n'était pas intéressée par la branche dans laquelle ma belle-sœur travaillait, la santé. Donc il ne la laissait pas rédiger de nouveaux contrats. Elle avait une très bonne réputation et de nombreux contacts dans l'industrie. Donc elle a réussi à décrocher un contrat de plusieurs millions de dollars. Mais l'entreprise a refusé de la laisser le gérer, donc c'est tombé à l'eau.
Donc, pendant les 12 années suivantes, elle n'avait pas de travail à faire. Elle n'allait au bureau que pour utiliser l'imprimante et envoyer des courriers. Tous ces après-midi, elle les passait au ciné ou à jouer au golf. De temps en temps, elle avait une réunion avec son boss qui voulait la convaincre de démissionner, mais elle n'était jamais satisfaite des montants proposés. Quand elle a atteint l'âge de la retraite, elle n'a plus le choix et elle est partie. Alors croyez-le ou pas, mais Reddit est rempli d'histoires de ce genre. De gens qui, suite à un rachat ou à une fusion, se retrouvent avec toujours un emploi mais rien à faire et qui sont payés à rien faire pendant des mois, parfois des années. Et il y a vraiment des histoires fantastiques dans ce type. J'essaierai de vous en trouver d'autres à l'occasion. L'histoire suivante a pour titre Tu veux pas d'aide? Ok, j'aiderai pas. J'ai travaillé de nuit pendant longtemps. La nuit, on avait souvent des désistements de dernière minute que personne n'était prêt à remplacer. Donc on s'entraidait beaucoup. On faisait pas ça pour les remerciements ou pour l'argent, on n'avait rien à y gagner. On le faisait parce qu'on était collègues depuis longtemps et que personne d'autre n'était prêt à le faire. Bien évidemment, ce travail supplémentaire a fini par être considéré comme acquis. Les managers ne nous remerciaient jamais pour notre aide, mais en plus, ils partaient du principe qu'on serait prêt à remplacer n'importe qui, n'importe quand. Donc ils ont arrêté d'essayer de remplacer leurs employés, même quand ils savaient à l'avance qu'ils auraient une absence. Une nuit, j'arrive au travail et je reçois un email où quelqu'un s'est plaint que des employés de mon service utilisaient les ordinateurs d'autres services. Le truc, c'est qu'on avait nos propres ordinateurs. Les seules fois où des gens de mon équipe utilisaient les ordinateurs d'un autre service, c'est quand on remplaçait leurs absents. La chaîne d'email montrait que le manager d'un autre service se plaignait à notre manager, qui nous avait fait suivre le mail en disant « À partir de maintenant, interdiction d'utiliser les ordinateurs d'autres services ». Je fulminais, parce que comme je vous ai dit, on faisait ça que pour rendre service. Mais je me suis dit « Ok, c'est comme ça ». La nuit suivante, l'autre service manquait à nouveau de monde. La superviseure ce soir-là me demande de les aider. Je lui dis que non, je peux pas. Mon manager m'a dit que je pouvais pas utiliser les ordinateurs d'un autre service. La superviseure me dit « Oh non, c'est bon, tu peux ». Et je réponds « Non, je peux pas ». Mon manager m'a dit que j'avais l'interdiction formelle d'utiliser un ordinateur d'un autre service. Donc elle appelle son manager, celui-là même qui avait envoyé le mail pour se plaindre de nous. Il m'appelle et me dit « Juste pour cette nuit, vous pouvez utiliser nos ordinateurs ». Comme si c'était lui qui me rendait un service. Je lui réponds « Non, je peux vraiment pas, t'es pas mon manager, je peux pas aller à l'encontre des ordres de mon manager ». Et comme il n'a pas réussi à contacter mon manager aussi tard dans la nuit, il a dû venir lui-même pour faire le remplacement. Bien joué OP. Effectivement, quand tu rends service à quelqu'un, c'est un peu malvenu de sa part de venir se plaindre que tu le fasses, quoi. J'espère que ça lui aura appris une leçon à ce manager. L'histoire suivante a pour titre « Ne me dis pas comment faire mon travail ». Il y a 2 ans, on a installé un très joli parquet dans la maison, et on s'était décidé pour nos plaintes. On est allé les acheter dans un magasin de bricolage. Les plaintes étaient vendues par lot de 6, qui coûtaient 180 $ chacun. On a acheté 2 lots en sachant qu'un ne suffirait pas, mais qu'on aurait des restes avec 2. On pourrait retourner les 4 plaintes restantes et se faire rembourser. Après quelques erreurs pendant l'installation, on s'est retrouvé avec 3 plaintes en trop. Je les charge dans la voiture, je prends le ticket d'achat et je vais au magasin pour me les faire rembourser. Je vais au comptoir des retours et la dame qui m'accueille est très désagréable. Elle prend mon ticket et je lui explique que ces 3 planches faisaient partie d'un seul des lots qui apparaissent sur le ticket. Le remboursement devrait donc être de la moitié d'un lot. C'est ce qui m'a été expliqué par la personne qui m'a vendu les 2 lots. Elle m'a demandé si j'avais acheté une des planches sur un autre ticket, et j'ai répété que les 3 planches étaient la moitié d'un des lots, qu'il n'y avait pas d'autre ticket, et que le remboursement ne devait couvrir que la moitié d'un des articles de ce ticket-là. Elle me répond, et je cite, « Ne me dites pas comment je dois faire mon travail ». Puis elle se dirige vers l'arrière du magasin pour parler avec une autre employée. 2 minutes plus tard, elle revient et me demande ma carte bancaire. Après avoir fait un remboursement de 360 $ sur ma carte, elle me donne un bon d'achat de 180 $ parce que je n'ai pas le ticket pour la 3e planche. J'allais lui signaler que j'aurais dû être remboursé que de 90 $, mais je voulais pas lui dire comment faire son travail, donc je suis parti. J'y suis retourné quelques semaines plus tard et j'ai utilisé le bon d'achat pour de la peinture. Elle va très bien avec le parquet et les plaintes. Joli OP, honnêtement à ta place j'aurais laissé couler aussi, c'est son problème. J'espère juste qu'elle s'est rendue compte de son erreur après et qu'elle sera un peu plus à l'écoute pour la suite. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Reddit.